Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la Toyota Yaris hybride de 2017. Donc, il s'agit de la troisième génération phase 2 de la Toyota Yaris. Et cette troisième génération est donc venue avec une motorisation hybride. Donc, nous avons deux moteurs. Nous avons le moteur essence qui est de 75 chevaux. Nous avons le moteur électrique qui est de 60 chevaux et nous avons donc une combinaison de ces deux moteurs qui fait que la voiture a à peu près une centaine de chevaux. Et en termes de couple, on est à peu près à 169 Nm de couple. En termes de capacité dans le coffre, on a à peu près 280 litres de capacité et en termes de réservoir essence, on est sur du 36 litres. Alors malgré ce petit réservoir, cette voiture peut quand même atteindre une distance qui est tout à fait respectable d'à peu près 550 km. Le moteur électrique, quant à lui, permet de rouler en électrique sur à peu près 2 km. Donc on est sur une hybride, forcément ce n'est pas vraiment fait pour rouler très longtemps en électrique, mais plutôt souvent, de temps en temps, et ce qui fait que l'on peut tout de même réduire la consommation de beaucoup. En général, moi je suis sur une consommation d'à peu près 5 litres au 100 pour cette voiture, ce qui est plutôt bien. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que vous allez acheter cette voiture? En tout cas, pourquoi est-ce que moi j'ai acheté cette voiture? Tout d'abord, c'est en termes de fiabilité. Moi je pense que cet aspect de fiabilité de Toyota finalement n'est plus vraiment à prouver. Moi j'ai eu la première génération de Yaris et de Yaris Verso, la deuxième génération de Yaris et la deuxième génération phase 2 avec la TS Compressor. Et puis là, ici, nous sommes dans la troisième génération, mais voilà, la phase 2. Et en général, avec ces voitures, niveau 0, niveau souci, dans mon cas, c'est 0. Ensuite, en termes de sécurité routière, disons qu'elle est quand même équipée, maintenant celle-là, de pas mal d'options de sécurité, qu'on va voir après. Et elle a aussi une bonne note dans l'Euro NCAP, il me semble qu'elle a 5 étoiles. En termes de design, on va peut-être voir un peu plus le détail après. Je trouve que c'est une voiture qui est quand même vraiment très belle. Elle a un très très beau design. Personnellement, on est passé de la petite voiture dans les années 1999, de la petite voiture un peu mignonne avec un certain design, à une voiture qui est vraiment un côté un peu moderne et futuriste. Et je trouve que cette transition a été extrêmement bien réussie par Toyota pour cette voiture. Ensuite, en termes de coût de maintenance, voilà, pour quelqu'un qui a eu plusieurs Toyota dans sa vie, plusieurs Yaris surtout en fait, on est dans des coûts qui sont tout à fait raisonnables. Alors aujourd'hui, je ne peux pas parler de cette voiture en termes de coûts pour les réparations parce qu'elle est effectivement toujours sous garantie et elle a les... comment ça s'appelle déjà? Elle a, vous savez, les services encore qui sont compris. On va aussi l'acheter pour son efficience en termes de consommation, puisque la consommation d'essence, elle est tout de même assez basse sur cette voiture. On est à peu près, alors en ville, on peut fluctuer entre du 3,5 litres et du 4,5 litres en été. Et puis sur l'autoroute, alors forcément la consommation va être plus élevée parce que le moteur le moteur électrique ne peut pas travailler tout seul aux vitesses d'autoroute. Il ne peut que aider le moteur essence à essayer d'abaisser un peu la consommation et surtout de pouvoir donner la centaine de chevaux. Cette centaine de chevaux qui permet le 0 à 100 en à peu près 11 secondes et quelques. Ensuite, les aspects un tout petit peu moins bons ou qui auraient pu être améliorés en fait pour cette voiture, c'est plutôt le système multimédia qu'on va regarder après, qui peut être considéré comme un tout petit peu lent et pas forcément qui a beaucoup d'options, mais on reste encore une fois sur une voiture qui est simple. C'est ça que j'ai oublié de préciser, c'est un peu la simplicité de cette voiture qui fait qu'on est pas beaucoup d'électronique, et ce qui est au final très bien, parce que plus d'électronique peut vouloir dire également plus de problèmes, et je trouve que moins de mécanique, moins d'électronique, c'est très bien pour ce genre de voiture. D'un point de vue pratique, alors c'est un peu difficile à expliquer, disons que pour moi ce sont des voitures qui restent quand même un peu pratiques, mais je trouve moins pratiques que la deuxième génération. Il y a deux défauts à cette voiture en termes de côté pratique, il y a tout de même l'espace de coffre que je vais montrer après, et surtout le côté, comment on appelle ça déjà, le rayon de braquage de cette voiture qui je trouve est trop élevé pour une voiture de ville et qui ne correspond pas finalement à ce côté pratique qu'avait la seconde génération de Yaris. Ensuite en termes de qualité de matériaux, eh ben, à l'extérieur, on est bon, à l'intérieur, un peu moins bon quand même, je vais expliquer pourquoi après. En termes de confort, on est ok,
Hein, on est sur une voiture avec des sièges un peu durs, des suspensions un tout petit peu dures. Et je pense que finalement, les pneus font pas mal leur travail de première barrière en termes de suspension qui permet quand même d'amortir certains chocs. Et en termes de performance, eh ben, on est sur du 100 chevaux, donc ben voilà, faut pas trop en demander non plus. Alors, en termes de design, moi tout d'abord, c'est quelque chose que j'adore dans cette voiture. L'avant est quand même impressionnant, c'est vraiment bien fait pour une si petite voiture. On a sur cette grille, d'accord, donc sur cette grille, qui est d'ailleurs en noir brillant, ajoute un joli design en fait à la voiture. Alors forcément, vu que c'est un petit moteur, en fait, la véritable aération, finalement, elle est très limitée sur la partie supérieure et la partie inférieure. Tout le reste, finalement, c'est quelque chose qui est plein. Voilà, il n'y a pas d'air qui passe. On a aussi pas mal, vous savez, voilà, des petites vagues comme ça, ces petits designs qui, je trouve, sont vraiment bien faits, qui ajoutent du charme à la voiture. Et on a ici une descente de la grille sur la carrosserie. Donc, c'est une voiture qui est vraiment, d'un point de vue design, à mon sens, quelque chose qui a été bien fait. Ensuite, nous avons, au niveau des phares, nous avons ici, vu qu'on a le package premium sur cette voiture, donc le plus élevé, nous avons la signature LED qui est à l'intérieur de cette barre chromée, donc qui fait comme ça. Et nous avons donc un rappel, ou plutôt un suivi de ligne, également chromé. Alors ça bouge un tout petit peu, tiens c'est marrant, ça bouge un tout petit peu, enfin bref, Toyota Yaris. Donc au niveau de la signature LED, on est vraiment sur quelque chose qui est très joli. Malheureusement là c'est pas allumé, je vais peut-être vous montrer. Et on a ici le rappel, un rappel chrome, et puis les anti-brouillards. Alors ces lumières-là ont leur avantage et leur inconvénient, hein, c'est-à-dire que on est en fait sur un système d'ailleurs à lentilles, mais avec des phares qui restent halogènes, malgré le fait qu'on ait une signature LED. Ce ne sont ni des LED, ni des xénons. Alors je pense que pour des raisons de coût, eh ben, je peux vous dire que c'est quand même tant mieux, hein, c'est-à-dire que ces ampoules-là, c'est pas cher à remplacer, c'est pas difficile à remplacer. Ça va tomber en panne plus souvent peut-être que du xénon ou du LED, mais c'est facile et en termes de contrôle des coûts, c'est quelque chose qui est très bien pour le consommateur, à mon sens. Et on a par contre un inconvénient de ces lumières que je vais peut-être, je vais le dire maintenant, hein, il n'y a pas d'assistance en fait de côté pour les lumières, ce qui veut dire que en pleine nuit en fait, je trouve que la visibilité est un peu moins bonne, hein. J'ai l'impression que le design qui a été fait avec cette voiture fait que comment dire, la lumière en fait, elle n'est pas très large en fait, elle éclaire plutôt un peu plus serré, j'ai l'impression, ce qui fait qu'il y a un peu des angles morts en termes de visibilité la nuit. Donc voilà, c'est quelque chose qui à mon sens aurait pu être amélioré. Dans cette vidéo, on va parler de choses qui sont très bien et de choses qui sont un peu moins bien ou qui auraient dû être améliorées. Donc il y aura toujours un peu ce mixte, hein, pour vous donner un long term review, donc une revue sur le long terme de cette voiture, hein, parce qu'elle a 2 ans et 14 000 km. Donc voilà un petit peu pour la partie à l'avant. Et puis nous avons donc ces jolies jantes qui sont aussi venues, alors je sais plus si c'était en option ou si c'était avec le package premium. Nous avons donc des jantes bicolores avec ce côté là qui ressemble un tout petit peu quand même au côté un peu chromé, hein. Bon c'est pas chromé mais c'est en alu, mais ça ressemble un peu au chrome. Et le côté gris qui je trouve fait que la jante est vraiment jolie en tout cas. C'est vraiment une très belle jante. Et nous avons ici après bon un petit logo hybride et nous avons un petit rappel, hein, la barre chromée qui fait la longueur de la voiture, voilà, qui rajoute un petit peu d'esthétisme. Et puis à l'arrière par contre nous avons voilà, rien de particulier, il n'y a pas de rappel de chrome ou quoi que ce soit, voilà. C'est une voiture qui, je trouve, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue design, est vraiment très bien réussie. Alors commençons maintenant à parler de l'intérieur. Donc regardons un peu l'espace de coffre que nous avons. Donc c'est un espace de coffre qui a à peu près 286 litres de place. Alors on va dire que c'est raisonnable, c'est pas forcément très grand, hein. Il faut se rappeler qu'on est sur une voiture de ville. Voilà, il y a de quoi mettre des petites choses, mais ce qui est surtout intéressant et ce qui a été conservé de la deuxième génération, c'est finalement cet espace de rangement qui d'ailleurs est peut-être aussi grand que la seconde génération, qui permet quand même de mettre pas mal de choses. Donc ça c'est toujours assez intéressant de donner cette... voilà, on peut mettre plein de choses en dessous et puis au final ça reste toujours clean sur le dessus. Et nous avons donc les sièges à l'arrière que l'on va baisser pour voir un petit peu quelle est la place totale que vous pouvez avoir à l'arrière si vous devez tout d'un coup déplacer. Attendez, essayez de baisser ça. Voilà.
si vous devez tout d'un coup mettre beaucoup de choses, voir un tout petit peu qu'est-ce que ça donne en termes d'espace total. Et hop là, plus facile celui-là. Voilà, alors évidemment cette ceinture, vous pouvez l'enlever et puis la ranger par là. Donc voici ce que ça donne en termes d'espace total, et j'ai quelque chose à dire à ce sujet. C'est-à-dire que c'est assez intéressant d'avoir une place aussi grande pour une voiture de ville. Malheureusement, il y a quelque chose qui aurait pu être amélioré, mais je pense que c'est un peu lié à certaines limitations qu'ils ont eues d'un point de vue design, parce que les batteries sont en dessous. Donc en fait, les sièges ne peuvent pas baisser plus bas ou ne peuvent pas non plus être avancés pour être baissés encore plus bas et faire donc un arrière complètement plat, ce qui était le cas, je vous rappelle, de la seconde génération et qui avait également une hauteur entre ici et le toit, une hauteur qui était bien plus grande, hein. On pouvait quand même mettre beaucoup plus de choses dans la deuxième génération. Donc en termes de pratique, à mon sens, elle perd quand même un tout petit peu de ses aspects. Alors, nous remettons les choses comme avant. Et d'ailleurs, je voulais juste vous montrer, c'est que ici vous avez, je ne sais pas si vous pouvez voir en fait, vous avez là une grille d'aération, je crois, pour les batteries. Hein, donc on est vraiment en dessous, on se trouve au-dessus des batteries hein, lorsqu'on s'assoit donc sur la voiture. Donc on va remettre le tout comme avant et on va parler des finitions arrière, des finitions comme d'habitude, hein, des portières, et puis hop là, les finitions des portières et des matériaux utilisés. Donc nous avons plusieurs types de plastique. On a ce plastique là qui est un peu dur, qui a le défaut en fait d'être rayable assez facilement. On a ici cuir, parce que la finition premium vient avec du cuir et un peu d'alcantara, je crois. Donc là, on est sur une finition cuir ici, et on est sur du plastique dur par là. Et ici, on a, je crois, le deuxième type de plastique. On a ici, pardon, le deuxième type de plastique que je parlerai plus tard. Donc, c'est malheureusement facilement rayable. Maintenant, asseyons-nous. Hop là. Donc, hop, je dois juste, désolé, hop là, voilà. Donc, en termes d'espace à l'arrière, au final, c'est ok, hein, on va dire que c'est ok, c'est sans plus, hein, c'est-à-dire que moi qui fais 1m82, les sièges à l'avant sont réglés pour ma taille. À l'arrière, voici ce qui me reste. En termes de mouvement avant-arrière, hein, en fait, vous voyez des jambes ici, on est un tout petit peu coincé entre le siège et le plastique qui est là pour recouvrir la batterie. Donc on est un peu limité dans les mouvements avant-arrière. Par contre, en termes de genoux, on est tranquille, voilà, pour déplacer les genoux. Ici, il y a quand même un tout petit peu plus de place par rapport, voilà, parce qu'on a besoin d'un peu moins de place par rapport, voilà, entre le siège conducteur et le siège passager. On peut s'avancer un tout petit peu plus et ça reste confortable, et ça nous donne un espace, voilà, légèrement supplémentaire de ce côté-là. En termes de matériaux, nous sommes à l'intérieur sur ici du tissu et nous sommes sur du cuir. Et en fait, c'est à peu près tout ce qu'il y a à l'arrière, hein. Il n'y a pas de possibilité de charger son téléphone. On a tout simplement le porte-gobelet qui est par là, qui peut permettre d'accueillir une bouteille, je pense quand même d'1 litre. Donc c'est pratique. Et il y a finalement, on n'est pas dérangé par, voilà, par quelque chose qui est ici en plein milieu. Mais bon, au final, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Avoir une troisième personne éventuellement pour mettre les pieds de ce côté-là. Mais au final, ça reste quand même un tout petit peu serré, il faut le dire. Maintenant, en termes d'options, disons, alors nous avons ici le toit en verre. Alors le toit en verre, quand on est passager à l'arrière, c'est vraiment super. Ça permet vraiment, vous voyez, d'avoir une superbe vue à l'extérieur. Malheureusement, c'est quelque chose qui ne profite pas vraiment aux passagers à l'avant parce qu'il n'y a pas la continuité, hein, que vous voyez ici. Il n'y a pas la continuité de verre en fait entre voilà, la vitre à l'avant et la vitre du dessus. Ou plutôt, ce qui aurait pu être fait peut-être, c'est avoir un peu plus de verre pour les passagers à l'avant, un peu plus de verre qui partent voilà, vers le haut, avant d'avoir la vitre, qui permet d'avoir la vitre de toit. Ce qui fait que lorsqu'on est passager à l'avant, en fait, on n'en profite pas tellement. En termes de comment ça marche, et bien en fait, on y va encore à la vieille école, hein, c'est-à-dire qu'on le fait à la main, hop, comme ça. Et ensuite après, si on veut l'ouvrir, et ben simplement on clique dessus.
Alors, il y a un inconvénient avec ce mécanisme, c'est que ça arrive de temps en temps, bon c'est plutôt rare, hein, mais ça arrive, que ça sort un peu ça sort du rail, et donc la partie en fait en tissu, hein, pas la partie en plastique, mais la partie en tissu que vous voyez là, ça peut arriver que ça sort un tout petit peu du rail et qu'il faut le remettre. Alors c'est embêtant, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois depuis qu'on a la voiture, donc en 2 ans, donc c'est pas non plus un gros problème. Et puis bon voilà, ouais, ça bouge un peu ici, c'est pas, enfin bon bref, c'est pas dramatique non plus, hein. C'est pas comme si vous mettez vos mains à chaque fois à l'intérieur. Ensuite, il y a un autre inconvénient, d'accord? Donc l'avantage, c'est c'est joli, on a une bonne luminosité. L'inconvénient, c'est que c'est un peu plus pour les gens de l'arrière, ça peut sortir un peu du rail. Et le plus gros inconvénient, mais ça c'est à mon sens, c'est quelque chose de très personnel, c'est qu'en fait, en été, vous allez avoir le soleil qui tape là-dessus. Super, Captain Obvious. En fait, le souci, c'est que ce tissu est en fait très très fin, ce qui fait que ça permet d'avoir effectivement une sorte d'isolation de la lumière, mais pas en fait de la chaleur qui va être dégagée à cause des vitres. Ce qui veut dire qu'en été, eh ben en fait, vous allez avoir une sorte de chaleur en fait qui va toucher votre tête, ou en hiver, la sensation de froid en fait qui va comme toucher votre tête. C'est quelque chose que moi je ressens. En fait, la première fois que j'ai eu cette voiture, je vous dis la vérité, je pensais que j'étais malade en fait, parce qu'il faisait très chaud. J'étais là, mais mon Dieu, il fait chaud. Et en fait, c'est que après que j'ai réalisé qu'au final, c'était à cause de la vitre. Voilà. Donc, c'est la première fois que ça m'arrivait, puisque dans les autres voitures que j'ai pu voir qui avaient ça, en fait, parfois c'est quand même un peu plus épais pour la partie tissu, et ça protège mieux de ces fortes températures, de ces fortes chaleurs. Donc maintenant, allons voir à l'avant. Alors déjà, je vais quand même vous montrer le côté avant pour le passager. D'habitude, c'est vrai que j'en parle pas vraiment dans les voitures, mais pourquoi pas ici, dans celle-là. Donc ici, on peut régler la hauteur du siège, on peut régler l'inclinaison, et donc on peut s'asseoir. Et puis, en fait, vous voyez, en termes de place, on est quand même plutôt bon, hein. On a assez d'espace avant-arrière comme ça, et les mouvements sont très bons. On a ici un espace de rangement, et on a ici un autre espace de rangement qui nous permet de mettre une petite bouteille. Bon, rien de très très gros. Si on devait comparer les espaces de rangement par rapport à la phase, par rapport à la génération 2, en fait, on perd de l'espace de rangement. Ici, on a un espace qui est plutôt convenable, mais par contre, on perd déjà en quantité d'espace ici, par rapport à la deuxième génération. On perd de l'espace là, parce qu'ici, il y avait quelque chose. Et ici, nous avions aussi à l'époque de l'espace, hein, vu que les compteurs étaient positionnés de manière centrale à la voiture, et on avait un autre espace de rangement. Donc, elle était bourrée d'espace de rangement, la génération 2, et on en perd quand même avec cette troisième génération. Et puis d'ailleurs, je pense pas que vous voyez, mais voilà, c'est le problème de ces plastiques. En fait, vous les rayez et honnêtement, vous savez même pas comment vous avez réussi à rayer ces plastiques, hein, parce que c'est pas comme si on mettait le pied dessus. Alors peut-être au final, mais c'est vrai que c'est assez usant. Et on a ici le côté un peu cuir, et on a bien évidemment du plastique où là vous pouvez carrément mettre votre plateau repas tellement c'est plat et c'est grand. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. Après on n'est pas trop dérangé par les reflets du soleil par contre. Voilà, ça c'était pour la partie habitabilité du côté passager. Allons-y sur le côté conducteur. Alors aussi, vu qu'on a le premium package, elle est aussi équipée en fait du système keyless, ce qui est super. Est-ce que je peux le montrer là? Avec la rétractation automatique donc des miroirs, donc ce qui est plutôt sympa. Et la réouverture se fait automatiquement aussi dès qu'on ouvre la porte. Voilà. Alors en termes de finition, au niveau à l'avant, en fait, c'est exactement la même chose qu'à l'arrière. Plastique dur, cuir. Là, par contre, on a du cuir, donc c'est un peu plus confortable parce que la seconde génération, par contre, c'était du plastique. Et honnêtement, au niveau du coude, ça devenait un peu usant. Plastique dur. Et deuxième type de plastique que je n'apprécie pas trop. Alors j'apprécie d'un point de vue visuel, mais pas d'un point de vue maintenance, parce qu'en fait il y a des drôles de traces qui je sais pas, sont venues, comme des traces de saleté, mais qu'on n'a pas réussi à nettoyer en utilisant des produits. Alors peut-être qu'on n'utilise pas les bons produits non plus. Donc espace de rangement, vitre automatique pour le conducteur, vitre manuelle mais électrique pour tous les autres, verrouillage centralisé, et puis verrouillage de toutes les vitres sauf de la vôtre en tant que conducteur. En termes de siège, on est donc ici sur une finition tissu, une sorte d'alcantara, du cuir,
réglage en hauteur et réglage de l'inclinaison. Et puis on a ici une sorte de, en fait, de support lombaire qui, je trouve, peut-être pour moi est un tout petit peu trop bas, qui permet, voilà, quand même de supporter un peu mieux les longs trajets. Hein, honnêtement, c'est quelque chose qui, à mon sens, devrait avoir sur toutes les voitures. C'est un élément pour les lombaires, pour supporter les gros voyages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre par là? On n'a rien d'autre. Alors, on va rentrer dedans. Alors, je vais juste ouvrir vite fait les fenêtres. Alors, il y a aussi ce gros bip qui fait des radars avant que j'aimerais vous montrer. Alors, j'ouvre le tout. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Nous avons ici le LDA, je crois, c'était le Lane Departure Alert. Donc, ça vous permet de vous alerter lorsque vous allez franchir les lignes. Les gros phares automatiques, il y a une petite manipulation à faire. Et on a ici le système de pré-collision qui permet de changer aussi la sensibilité de quand est-ce que la voiture va vous avertir et aussi quand est-ce qu'elle va finalement planter les freins lorsque vous risquez d'avoir un obstacle devant vous. On a également ici les radars à l'avant. Alors les radars à l'avant, ils sont... Alors la voiture devait venir avec les radars à l'avant. Finalement, elle est venue sans et ils l'ont rajouté après à la réception. Et là, je ne sais pas si vous pourriez me dire, si vous avez également l'option des radars à l'avant, est-ce que le bouton se présente vraiment comme ça ou est-ce que ça aurait dû être là? Honnêtement, ces radars-là, je trouve qu'ils ne sont pas forcément des meilleurs. Le bruit à l'avant, enfin le bruit donc, est super fort. Il y a parfois des faux positifs, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes à l'arrêt, il n'y a personne autour de vous et tout d'un coup, ça commence à biper comme s'il y avait quelqu'un. Et ça le fait assez souvent. Ensuite, on va aussi parler, je vais vous montrer les angles en fait, les angles de détection des radars, ça va être assez intéressant. Et puis voilà pour cette petite partie. Maintenant, si vous avez l'option du monitoring de la surveillance de la pression des pneus, et ben je vais peut-être vous sauver de longues minutes de recherche. En fait, le petit bouton, il est donc, oui, ne me demandez pas pourquoi est-ce que c'est en dessous. Il est, je crois que là, vous le voyez à la caméra, vous avez le 7, et c'est là que vous pouvez donc appuyer quelques secondes, ça va clignoter sur le tableau de bord en orange, et là, ça va réinitialiser la pression, les valeurs de pression. Et puis là, vous avez le port OBD, de quoi ouvrir le capot par ici, et de quoi ouvrir la trappe à essence. Voilà, donc en termes de radar, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer les angles de détection. Alors on va faire les deux en même temps, voilà. Donc déjà on a à l'arrière la caméra qui est quand même de bonne qualité. Il faut le dire, je n'ai pas eu de soucis en aucune manière pour utiliser cette caméra. Alors il n'y a pas de changement de direction lorsqu'on bouge le volant. Alors on aime ou on n'aime pas, mais au final ça va aussi. Alors, commençons par la détection arrière des radars. Ce qui est intéressant, c'est que sur la 3e génération, ils ont décidé de n'en mettre que 2. Alors que la 2e génération, elle en avait 4. Et je trouve que c'était quand même bien plus efficace. Donc, voyons l'angle. Hop, prenons comme référence moi-même. Donc, on va dire que ça détecte jusque là, disons. Voilà. Donc, il faut quand même être prudent avec la marche arrière de cette voiture pour pas que vous rayiez finalement les côtés, parce que l'angle de détection est quand même limité avec seulement que 2 radars, que 2 senseurs. Et maintenant regardons à l'avant. Donc à l'avant, voilà, là ça détecte encore sur le côté, là encore, là encore, là encore. Eh, pas si mal quand même. Bon, forcément, on a quand même le radar ici. Disons que le radar, vu qu'il est là, et qu'il est quand même dans cette direction, c'est vrai qu'on a un angle qui est quand même plutôt bien. Et c'est pas si mal, tout en prenant en compte le fait qu'en fait, il n'y a pas de radar latéral. De vrai radar latéral comme sur d'autres voitures. Donc, finalement, ça marche pas si mal. Par contre, le bruit, voilà, comme j'ai dit, c'est le bruit qui est fort. Et finalement, les alertes qui viennent sans aucune raison. Donc, ensuite, passons à la suite. Nous avons donc également ici les feux qui sont automatiques. Si vous voulez bénéficier des gros phares automatiques, il faut donc mettre la voiture, par exemple, on peut la mettre soit comme ça. Bon, ce n'est pas les phares automatiques si on fait ça. Mais voilà, on les laisse en automatique, on pousse, d'accord? Et une fois qu'on pousse, en fait, il faut appuyer après sur le bouton. Alors, c'est un paramètre qui est permanent de toute façon. Vous avez qu'à laisser comme ça et la voiture se gère tout seul. Donc en termes de qualité, ça va, ça marche plutôt bien. C'est à partir d'une certaine vitesse, je crois peut-être la 50e ou la 60e, que ça peut switcher
avec les gros phares. Mais ça marche plutôt bien. Parfois, ça risque de faire des appels de phare aux autres personnes s'il a du mal à détecter, mais sinon, ça marche pas si mal. Ensuite, nous avons ici le petit bouton automatique là pour permettre, vous savez, lorsqu'on vous éblouit, en fait, de baisser, en fait, voilà, de réduire l'impact de la lumière de l'autre. Donc ça marche aussi pas mal. Et puis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le système de contrôle pour la climatisation. On peut avoir l'air climatisé, on peut avoir des valeurs séparées à gauche et à droite de température si on veut, le recyclage de l'air, automatique, off, enfin bref, des trucs après classiques, il n'y a rien d'exceptionnel. En termes de levier de vitesse ici, nous avons donc les trucs classiques avec le mode B. Alors le mode B ici ne permet pas véritablement d'avoir le one pedal driving, comme certains disent, parce qu'en fait ce n'est pas vraiment fait pour rouler tout le temps avec, c'est-à-dire que normalement on va plutôt l'utiliser lorsqu'il y a de grosses descentes à faire en montagne, par exemple, ce qui va permettre d'avoir une meilleure régénération de la batterie, mais également d'utiliser le frein moteur. Et en fait, ce qui veut dire que vous allez tout le temps utiliser le frein moteur. Donc si vous faites ça en ville, ce ne sera pas confortable parce que vous allez avoir le moteur essence qui est tout le temps lié à la boîte de vitesse en fait ça va faire du bruit, disons, donc ce ne sera pas confortable, donc ce n'est pas conseillé. En parlant de bruit, bien évidemment, cette voiture est équipée d'une boîte CVT, donc un peu comme avec les scooters, et ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage de la boîte CVT, c'est que ça permet, à mon sens, d'avoir une meilleure consommation, mais également d'avoir une meilleure transition entre le moteur essence et le moteur électrique. C'est-à-dire que lorsque le moteur essence va s'allumer et va être enclenché avec la vitesse, en fait, le système, vous ne le sentez pas, il n'y a pas d'accro, il n'y a pas de mouvement brutal ou de sensation brutale comme quoi le moteur s'est allumé ou a été relié à la boîte de vitesse, disons. C'est quelque chose qui est vraiment transparent pour le consommateur et ça, c'est vraiment top, merci Toyota. Après, on est sur du CVT, donc ça veut dire que c'est un peu plus bruyant qu'une boîte de vitesse normale. Ça veut dire qu'en montagne, c'est une catastrophe parce que vous allez tout d'un coup être très souvent dans la zone un peu power et ça veut dire que vous allez avoir un bruit qui est très bruyant. Mais pour être honnête avec vous, en conduite de ville, si vous conduisez comme un Eco Warrior, et en fait, en général, vous allez plutôt rouler dans la barre Eco et en fait, le bruit est tout à fait supportable en fait. Moi, je le remarque même plus vraiment. Puisque après vous roulez de manière normale plutôt dans la zone basse en fait de l'éco et puis c'est une conduite qui est très souple en fait. Ce n'est pas du tout dérangeant en ville. Sur l'autoroute, forcément vous allez avoir un peu plus de bruit avec un peu plus de consommation et puis là dans la montagne c'est pas là où ça va exceller. À cause du peu de puissance et à cause de la boîte CVT. Ensuite, nous avons ici la possibilité de forcer le mode électrique que jusqu'à 30 km/h et que jusqu'à 2 km maximum. Le mode économique qui permet de faire une économie de 10% en jouant sur l'air climatisé et sur la réponse de la pédale de l'accélérateur. On peut enlever le TRC et le VSC et on a le siège chauffant. Alors le siège chauffant, il est en fait en mode on-off, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de régler la puissance du siège chauffant. Ce qui fait qu'au bout de quelques minutes, vous risquez d'avoir vraiment très chaud aux fesses. Alors, au bout d'un certain temps, la puissance, en fait, elle semble varier. Alors, est-ce que c'est pour des raisons de sécurité, pour ne pas abîmer le système, ou est-ce qu'ils se disent qu'ils vont quand même régler de manière dynamique pour ne pas cramer les fesses des gens? Là, je ne peux absolument pas vous dire. En termes de finition, en fait, voilà, vous voyez ici, on a ce deuxième type de plastique que je n'aime pas trop. Ici, il y a une tache. On a utilisé plein de produits pour essayer de l'enlever, et ça ne marche pas. Donc pour l'instant on ne sait pas quoi faire. Ici vous voyez ici c'est un peu comme d'habitude, on est sur des plastiques qui bougent un peu. Donc là vous avez carrément toute cette partie qui bouge. Alors ça bouge uniquement quand vous touchez, pas quand vous roulez, donc ce n'est pas non plus un si gros problème. En termes de rangement, vous avez ici les deux portes gobelets. Donc vous voyez malheureusement ma bouteille jaune qui est un peu ma marque de fabrique dans toutes mes vidéos, vous allez la retrouver. Et en fait ça rentre mais pas complètement, vous voyez, donc ça bouge un peu. Avec un petit espace de rangement ici aussi, la prise allume-cigare par là, et puis vous avez ici la prise, alors je ne sais pas si c'est du 500 mAh ou du 1 A, qui vous permet donc de charger votre équipement, mais également de relier votre téléphone au système multimédia de la voiture donc qu'on va voir. Alors en termes de système multimédia, qu'avons-nous? Alors nous avons par ici
la possibilité de choisir en fait différents modes, hein. On a le AM, FM, le DAB, le Bluetooth, le haha. C'est une blague pourrie que j'ai fait dans ma vidéo en anglais, mais bon bref, je sais pas à quoi ça, j'ai jamais vraiment essayé, c'est une sorte d'application peut-être. Et puis nous avons l'iPod, donc si vous branchez votre téléphone, et l'USB, je suppose si vous avez peut-être une clé USB. Nous avons ici la possibilité d'avoir la qualité du signal. Alors on a le Bluetooth, la qualité du signal de votre téléphone, hein, par rapport à sa tour de votre fournisseur de téléphone, et le niveau de batterie. Et puis ici on clique, après on peut donc choisir les téléphones. On peut avoir, si on veut choisir voilà, que pour les appels, ou si ça peut aussi faire une sorte de voilà utiliser la fonction audio de votre téléphone, et pour internet. Alors ça je sais pas exactement dans quel sens ça marche, enfin je n'ai jamais utilisé ce genre de fonction dans une voiture. Puis après vous pouvez avoir voilà comment gérer le Bluetooth. Ici vous avez un petit raccourci pour mettre la voiture sur mute. Vous avez ici quelques caractéristiques de la voiture que vous pouvez voir, hein, avec certaines informations, comme par exemple quelle est votre vitesse moyenne, la distance maximale qu'on peut parcourir, l'énergie qu'on a récupérée avec le freinage par exemple, hein. Donc ici on a la notion des minutes et puis la notion de la consommation en litres par 100 km. On peut également voir après certaines statistiques avec la meilleure consommation qu'on a eue sur les différents voyages qu'on a fait. Et on peut avoir également, j'ai oublié de mettre la voiture en français, désolé. Et on a également aussi la possibilité de voir le flow, le Energy Monitor, donc savoir est-ce que c'est le moteur électrique qui marche, est-ce que c'est le moteur essence qui marche, est-ce que c'est les deux, est-ce que le moteur essence charge la batterie, etc. Et quel est le niveau de batterie. Donc ça c'est assez bien fait comme d'habitude. Bon, ils ont l'expérience avec la Prius quand même, hein, il faut le dire. Après ici nous avons quelques paramètres. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail en fait, parce que finalement ça reste une voiture avec un système de entertainment, hein, de multimédia qui est au final très classique, donc je ne vais pas en parler. Et puis la navigation elle est ok, voilà, rien de spécial. Alors il faut savoir que la navigation ici, ou le système multimédia, c'est quelque chose de fonctionnel, d'accord? C'est quelque chose de simple, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de audio, comment ça s'appelle, il n'y a pas de Android CarPlay, de Android Auto, je ne sais plus comment ça s'appelle, ou de Apple CarPlay. On est vraiment sur des systèmes classiques, mais en tout cas il y a le Bluetooth. En termes de rapidité, le système n'est pas forcément des plus rapides en fait, hein. Je pense que ça aurait pu être amélioré. Bon, finalement on y survit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de menu? Alors attendez, je vais juste fermer la porte un peu mieux. Voilà. Donc, en termes de menu, hein, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la possibilité, alors on a un menu d'information qui permet donc de voir depuis le démarrage quelle est la consommation, la vitesse moyenne et le temps que la voiture a démarré. Ensuite, nous avons depuis la dernière réinitialisation des statistiques. Nous avons depuis la dernière fois que nous avons fait le plein. Et nous avons donc le Energy Monitor qui se trouve aussi ici, qui est plutôt bien fait pour un petit écran de ce genre. Et ensuite, nous avons la vitesse que l'on peut afficher. Et je crois que les panneaux aussi s'affichent quelque part, hein. Maintenant, je ne m'en souviens plus, les panneaux de signalisation routière. Et nous avons ici la possibilité, je crois que ça, c'est juste pour rien afficher. Ensuite, nous avons le petit compas, hein, qui nous permet également d'avoir, lorsqu'on spécifie une destination dans la voiture, dans le GPS, d'avoir aussi la direction via des flèches uniquement. Il n'y a pas de carte. On peut également changer les sources audio et on a ici la possibilité d'afficher en fait les lignes que la voiture détecte ou non avec les différents panneaux de signalisation si elle en trouve. Donc la vitesse, les interdictions de ci ou de ça, bref, ça les fait. On a le menu du warning, hein, si jamais on a un problème avec par exemple la pression des pneus. Bon, on a aussi l'icône, hein, qui se trouve là de toute façon. Et puis nous avons les paramètres de la voiture. Alors pour le contrôle, l'alerting en fait, hein, sur les lignes, parce qu'attention, il n'y a pas de vibration du volant, il n'y a pas de correction. Bon, attendez, je vais allumer la voiture. Il n'y a pas de correction de la part de la voiture, hein, c'est justement de l'alerting. Donc on peut dire quelle est la sensibilité, est-ce qu'elle est élevée ou est-ce qu'elle est standard. Est-ce qu'on peut dire pour les panneaux de reconnaissance, est-ce qu'on veut activer la fonctionnalité ou non? Est-ce qu'on veut être averti si on fait un excès de vitesse? Donc pas de notification, que visuelle ou visuelle et auditive. Et on a à quel moment est-ce que ça va devoir nous notifier? Est-ce qu'on est, lorsqu'on est au-dessus de 2, de 5 ou de 10 de la limitation, est-ce qu'on doit être averti? Et ensuite on a le Others, alors les autres, alors ça je ne sais pas à quoi ça sert exactement, dans quel cas ceci ferait fonction, hein, ça je ne sais pas.
Ensuite, on a voilà, on peut changer l'heure, hein, et puis en termes de paramètres, on a la langue, on a les unités, est-ce qu'on veut en miles, en kilomètres, etc. Ici, ce petit bouton que je n'ai pas vraiment trouvé dans le manuel à quoi ça sert, c'est plutôt pour en fait afficher ou désactiver l'icône. En fait, c'est uniquement l'icône électrique. Je pense que c'est pour les gens qui ne veulent peut-être pas s'amuser à avoir en permanence hein, l'icône qui vient et qui s'enlève, ben, vous pouvez désactiver ça. On a des drive info, alors je sais pas à quoi ça sert, le elapsed time, enfin je sais pas, honnêtement je vois pas à quoi ça sert ça, parce que quand je clique ça fait rien de spécial. On a après le pop-up display, si on a quelqu'un qui nous appelle, qu'on veut avoir l'information qui affiche sur l'écran, et si on veut réinitialiser les paramètres par défaut. Voilà, ça c'est tout ce qu'il y a donc pour les paramètres de ce côté-là. On va remettre ça comme avant. Ensuite, nous avons, qu'est-ce qu'il y a de spécial par ici? Donc j'ai déjà expliqué les lumières, les radars. Nous avons ici également pour les essuie-glaces, nous avons en off tout en haut, ensuite automatique et plus bas en manuel, avec la possibilité de gérer, de régler la sensibilité voilà, des essuie-glaces. Et on a forcément l'essuie-glace arrière également. Ensuite on a comment ça s'appelle déjà? Le cruise control, hein, qui est par contre ici un cruise control manuel, donc c'est-à-dire que ce n'est pas dynamique, hein, donc si une voiture qui se rapproche de vous, enfin dont vous vous rapprochez, elle ne va pas freiner, et si elle s'éloigne, elle ne va pas accélérer, donc c'est vraiment quelque chose de manuel, ce que je trouve un peu dommage, parce qu'au final, il y a quand même pas mal d'électronique dans cette voiture déjà, pour ces fonctionnalités de freinage automatique, d'alerting, de voix, etc. Et ils auraient peut-être quand même pu le faire... ouais, voilà, le faire au final, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on peut gérer le volume, changer les menus, le mode, hein, ici là j'ai changé le mode de la radio, donc on va éteindre, et puis les informations de navigation, en fait on peut switcher entre le trip A, le trip B, donc vous voyez en dessous, le kilométrage total de la voiture. Et il y a aussi ceci pour régler la luminosité de l'écran. Alors honnêtement, je sais plus comment j'ai réussi à le faire, c'est expliqué dans le manuel. Ou je crois que j'y suis allé au bol, en fait, au pifomètre, et puis j'ai réussi à régler. Alors, est-ce que je crois qu'on a fait un peu le tour? On a aussi un petit espace de rangement par là, qui ne permet pas de mettre non plus grand-chose, à part peut-être des cartes ou un petit peu d'argent. Bon, un petit peu d'argent, ça va bouger, donc c'est pas forcément le meilleur truc. Et puis, pas que j'oublie, donc finalement, hein, si on faisait un petit résumé de cette voiture en termes de fiabilité, moi j'ai tout à fait confiance dans cette voiture, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai achetée, on a eu zéro problème. On a eu par contre, à un moment donné, pendant 2 jours, on a eu un petit bruit, un bip bip dans la voiture qui venait de manière aléatoire en hiver, qui en fait on ne savait pas qu'est-ce que c'était, hein, c'était pas l'antidérapage, enfin c'était pas le SP, ce n'était pas... les voies, le kilométrage, la vitesse qu'on dépasse, je sais pas ce que c'était, mais c'est parti tout seul, donc tant mieux. Sinon, zéro problème, c'est une voiture qui reste quand même confortable, malgré le fait que peut-être les suspensions sont un peu dures, les sièges un tout petit peu durs, et finalement une isolation entre l'intérieur et l'extérieur en termes de bruit qui laisse un tout petit peu toujours à désirer pour ce type de voiture, hein. Ce n'est pas vraiment spécifique à la Toyota Yaris. Quoique la Honda Jazz, j'ai l'impression que l'effort est quand même un peu supplémentaire. En termes de tenue de route, elle tient voilà, plutôt bien la route. C'est une voiture qui reste fun à conduire. En termes de puissance, eh ben, on sait que ce n'est pas vraiment son fort, avec juste une centaine de chevaux. Et puis, en termes de simplicité, ben, comme vous l'avez vu, hein, aussi bien par les options que vous avez dans les différents menus, finalement, ça reste une voiture qui est assez simple d'un point de vue électronique. Et honnêtement, c'est tant mieux comme ça, vu que l'électronique, en général, c'est quelque chose qui peut tomber en panne. Le volant est assez confortable aussi à avoir dans les mains. On a une bonne tenue hein, dans les mains, ça marche plutôt bien. Et puis, nous avons également, qu'est-ce qui est intéressant peut-être pour vous pour savoir, en termes de consommation, c'est quelque chose qui est tout à fait respectable. Pour du 36 litres, pouvoir faire 550 km, avec une moyenne affichée, hein, comme j'ai voulu vous montrer avant, en moyenne after le refuel, donc après avoir repris de l'essence, en général, on avoisine entre les 4,5 et les 5,5 litres. Ça dépend des températures extérieures, ça dépend de la manière de conduire. Voilà. Ça reste une consommation qui est tout à fait acceptable. On a les habitudes, les inconvénients et avantages des boîtes CVT sur ce type de véhicule. Et puis sinon, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour cette voiture. Je réfléchis pour ne pas oublier, mais si j'oublie, ben, dans ce cas, je mettrai dans la description de la vidéo. Et puis bah, écoutez, voilà, j'espère que vous aurez apprécié
cette petite revue de la voiture. J'ai essayé, je sais que c'est une vidéo qui est un peu longue, je voulais vraiment vous donner quelque chose de très complet en fait, hein, après 1 an et demi de possession et de conduite avec cette voiture, hein, de savoir qu'est-ce que ça fait réellement d'en posséder une, est-ce qu'on est satisfait ou pas, est-ce qu'il y a des points qui peuvent être améliorés, ben oui, je vous ai fait la liste. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié et puis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!